Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc, quant à moi, vous présenter une étude de cas qui a porté sur ce qu'on pourrait appeler un vaste bouquet de réformes euh, qui se sont installées progressivement dans le cadre de la partie francophone de la Belgique et qui est intitulé Un pacte pour un enseignement d'excellence. Alors, bien évidemment, il ne sera pas question de rentrer dans les détails, dans les méandres de cette vaste entreprise de réforme, mais plutôt dans le cadre de cette conférence de comparaison internationale, de s'interroger sur les quelques premières leçons que l'on pourrait tirer de cette expérience et de cette étude de cas pour la mise en œuvre des politiques en éducation de manière plus générale. Alors, en préambule, je préciserai un aspect assez important de cette étude de cas, à savoir la posture très particulière de son rédacteur. Il se fait que, en vertu notamment du caractère participatif de la réforme, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'y participer de manière assez intensive, au début dans le cadre de ce qu'on a appelé les rapports, à la fois les rapports diagnostiques et les rapports prospectifs sur notre système éducatif, et puis progressivement en prenant un certain rôle dans la réforme, notamment du tronc commun, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui était pour l'essentiel une révision de la structure, mais aussi du curriculum de la formation commune de base, incluant l'enseignement maternel, les 6 années primaires et les 3 premières années du secondaire. Donc, quand on réalise une étude de cas sur une réforme dont on a été pour partie, en tout cas acteur et partie prenante, il est évident qu'il est possible, malgré toutes les précautions que l'on prend, qu'il y ait un certain nombre de biais d'interprétation de ma part, et notamment ce que les psychologues sociaux appellent des biais de complaisance. Il est possible que je ne relève pas suffisamment un certain nombre de difficultés et que j'ai tendance au contraire à enjoliver, si je puis dire, un certain nombre d'aspects, même si j'ai évidemment essayé de gommer ces risques-là. Alors, première partie donc, mais c'est quoi ce pacte? Je vais le présenter de manière très succincte parce qu'encore une fois, le but n'est pas d'entrer dans le détail de ces différentes réformes. C'est, on pourrait dire, un bouquet de réformes, dans la mesure où le pacte a eu comme caractéristique, j'y reviendrai tout à l'heure, d'aborder un certain nombre de difficultés de notre système éducatif de manière systémique. Alors, systémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que dans un système éducatif, il porte bien son nom d'ailleurs, ce système éducatif, il se fait qu'un certain nombre de composantes sont intrinsèquement liées et qu'il est donc difficile, dans la vision qu'avait à l'époque le gouvernement, d'agir sur une des composantes si on n'agit pas aussi et en parallèle et en interaction avec toute une série d'autres composantes. Donc, l'objectif central du pacte était d'aboutir et de mettre en œuvre progressivement, en tout cas, une refonte de l'enseignement obligatoire qui, chez nous, donc pour la Belgique francophone, va de 6 à 18 ans. Dans un double souci général d'améliorer à la fois son efficacité. Alors, l'efficacité, elle est pensée en termes surtout je dirais, de qualité des acquis tels qu'on peut les observer chez les élèves aux différents paliers de la scolarité obligatoire. Et l'autre critère, bien sûr, c'est la question de l'équité, à savoir le fait que ces acquis doivent être le moins possible, en tout cas reliés ou liés à l'origine socioculturelle des élèves, ce qui est loin d'être le cas chez nous. On sait par exemple, en termes de résultats PISA, qu'il y a un différentiel très très important entre la moyenne à 15 ans des élèves les plus favorisés et la moyenne des élèves les plus défavorisés. La volonté de départ a été également d'emblée de conduire le changement selon 2 principes directeurs. Le premier, je viens de l'évoquer tout à l'heure, c'est le caractère systémique de l'approche. Alors, clairement, j'en donne un exemple dans l'étude de cas, mais qui est assez frappant. C'est clair que la dévalorisation que l'on connaît chez nous de
l'enseignement qualifiant n'est pas tellement lié à la qualité de l'enseignement qualifiant lui-même, mais bien plutôt lié à la façon dont on accède à l'enseignement qualifiant et en particulier au fait qu'on y accède souvent parce qu'on pourrait appeler une orientation négative, c'est-à-dire à la suite d'un échec dans un parcours réputé plutôt général. Donc, vous ne pouvez pas améliorer l'enseignement qualifiant si vous ne modifiez pas aussi en amont la façon dont on y accède, mais même plus globalement aussi, le curriculum lui-même qui précède. Deuxième principe, un caractère participatif. Et donc ça, c'était une volonté claire et nette aussi. On voulait qu'un ensemble de personnes, j'y reviendrai, participent à l'élaboration progressive de ce qu'on a appelé les plans d'action. Alors, c'est un bouquet de réformes qui avait effectivement un certain nombre d'axes. L'étude de cas ne porte que sur le premier axe, c'est-à-dire c'est l'axe sur lequel j'ai été aussi le plus impliqué, à savoir la question de l'instauration d'un tronc commun allongé, renforcé et pluridisciplinaire. Mais je signale au passage qu'il y avait d'autres axes qui avaient donc été abordés en interaction selon l'approche systémique. La question de la gouvernance des établissements scolaires selon un nouveau système qui combinait des principes d'autonomie et de responsabilisation, la revalorisation des filières qualifiantes, la question de la mixité sociale à l'école et de l'inclusion de l'ensemble des profils des élèves, et enfin un cinquième axe qui était consacré à l'augmentation du bien-être en général à l'école. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait alors déjà tirer comme première leçon si on essaye d'être prospectif et comparatif, à savoir pour les principes même de mise en œuvre des politiques en éducation. Alors, s'il est vrai qu'intellectuellement, dans un système éducatif, et je reviens avec cette idée que si on l'appelle système, c'est bien parce que ces différents éléments interagissent de façon systémique. Et donc, s'il est intellectuellement très satisfaisant et sans doute probablement très pertinent à long terme d'envisager l'évolution du système éducatif dans ses interactions les plus importantes et les plus manifestes, cette approche systémique qui était revendiquée dès le début du pacte conduit évitablement à une espèce de, certains ont appelé même une avalanche de plans d'action, c'est-à-dire à une multiplicité assez importante des éléments à réformer au sein du système éducatif et c'est ça, c'est évidemment nettement plus inquiétant, à une sorte de saturation de la capacité du terrain à les absorber. Et donc, on voit bien là qu'il y a un vrai dilemme en matière de politique éducative. Si vous faites des réformes qui sont extrêmement pointues et je dirais extrêmement isolées sur un des aspects du système éducatif, peut-être que vous allez avancer relativement vite parce que le chantier est très circonscrit, mais peut-être aussi que vous aurez finalement extrêmement peu d'effets puisque ce chantier-là est en réalité lié à beaucoup d'autres. Mais en même temps, si au contraire, vous prenez une approche beaucoup plus systémique et beaucoup plus large, vous allez être rapidement confronté à une multitude possible, enfin pas possible, mais une multitude nécessaire de réformes à mener éventuellement de front, alors que pendant le même temps, les établissements, les équipes éducatives sur le terrain n'ont qu'une capacité de digestion, si je puis dire, des réformes qui est quand même relativement restreinte. Ils ont plein d'autres choses à faire et ils ne savent véritablement adhérer d'une part et puis mettre en œuvre d'autre part qu'un nombre suffisamment restreint de réformes. Alors, d'où l'idée que quand ces plans d'action ont commencé à être assez nombreux, qu'on s'est aperçu qu'effectivement, on ne pouvait pas les mener tous de front, on les a phasés. Hein, on s'est dit, bon, bah, OK, on va y aller alors progressivement, en commençant par ceci, en commençant par cela. Mais alors, vous trouvez un autre risque qui est de reporter à parfois très fort tard quand même l'observation des effets attendus. On l'a vu par exemple en matière de lutte contre le redoublement, pour lequel on a mis en place toute une série de plans d'action, mais en réalité avec des objectifs qui étaient finalement à très long terme, puisque précisément on ne savait pas les mettre en œuvre
en une seule fois, tous ensemble. Quant au participatif, la déclaration d'intention générale a rapidement soulevé deux questions. Vous pouvez évidemment dire, et je pense que c'est tout à l'honneur des autorités qui lancent une réforme, de dire qu'elle sera un maximum participative, mais la question qui vient juste après est de savoir, mais qui va participer, quels seront les acteurs qui seront invités aux tables de discussion, de négociation. L'ensemble des acteurs, ça ne va pas être possible, donc ça veut dire que survient alors une autre question, quelle représentation de ces acteurs et avec quelle légitimité, excusez-moi, de représentativité. Et puis, deuxième question, plus importante encore, peut-être, qui participe, mais qui participe à quoi? Est-ce qu'on va participer aux discussions préparatoires, aux rapports diagnostiques, aux rapports prospectifs, mais est-ce que la participation va aller jusqu'au plan d'action? La participation alors de qui? De tous, des politiques, de l'administration, des enseignants-chercheurs. Et puis, est-ce que la participation va s'arrêter ou va continuer jusqu'au moment des négociations politiques sur ces plans d'action? De manière générale aussi, ce qu'on a observé, ce qui me semble intéressant à relever en matière de politique éducative, c'est que cette volonté a priori très louable de participation la plus large possible a rencontré deux obstacles majeurs. Le premier est lié à quelque chose que l'on connaît de manière plus générale dans la société, à savoir la crise de la démocratie représentative. Dans l'esprit de ceux qui ont posé les balises du caractère participatif de la réforme, il était entendu bien évidemment que c'était les représentants des acteurs qui allaient participer à un certain nombre de discussions et puis de décisions. Et on s'est vite aperçu que les acteurs de première ligne, si je puis dire, et en particulier les enseignants de terrain, ne s'estimaient pas nécessairement être bien ou voire pas du tout représentés par leurs représentants, en quelque sorte. Et que là, on trouve quelque chose qu'on observe dans d'autres champs que l'école, c'est ce fameux questionnement des personnes disant, mais finalement, il y a des cadres intermédiaires qui sont censés à un moment donné nous représenter, mais dans lesquels on ne se reconnaît pas nécessairement et on répugne, si je puis dire, à leur déléguer une partie de notre pouvoir. C'est une vraie crise de la démocratie représentative qu'on observe aussi en matière d'école et qui pose de redoutables questions sur la manière dans l'avenir à organiser un certain nombre de réformes. Le deuxième obstacle, c'est la question de savoir où ont lieu les discussions principales. Il y avait des lieux prévus pour ça, il y avait des ateliers, il y avait des groupes de contact, il y avait des groupes de discussion, etc. Et progressivement, on a vu aussi que le débat avait aussi lieu ailleurs, si je puis dire, et en particulier sur les réseaux sociaux, avec même une espèce d'effet assez étonnant de confiscation de ces débats par les réseaux sociaux, avec évidemment la conséquence que l'on connaît, à savoir que ces réseaux sociaux sont par nature, si je puis dire, assez clivants et caricaturaux, et donc une difficulté d'avoir véritablement une participation qui soit une participation fondée sur des faits, sur des évidences, plus que sur des avis qui étaient lancés comme ça à gauche à droite sans nécessairement être étayés de manière très sûre. Alors, pour entrer un peu plus en détail, je vais passer en revue les différentes couches, disons, du participatif. La première couche du participatif, c'était la délégation par le politique d'une partie, en tout cas, de la responsabilité des décisions aux acteurs institutionnels, en tout cas en ce qui concerne les orientations générales du pacte pour un enseignement d'excellence. Alors, les avantages sont très clairs, il y en a au moins deux, c'est la question du fait que les réformes dans ce cadre-là sont davantage sûres d'être pérennes, dans la mesure où si les acteurs institutionnels se mettent d'accord entre eux, ces accords en général vont au-delà
des aléas politiques de la majorité gouvernementale, par exemple. Deuxième avantage évident, c'est que ces acteurs institutionnels, par définition, ont une très très bonne connaissance du terrain et savent ce qui va être relativement accepté ou bien reçu et connaissent aussi les points de résistance anticipés. Mais ceci étant, il y a des limites. C'est qu'à partir du moment où vous faites un accord qui repose sur des acteurs institutionnels, quelque part, vous consolidez la structuration existante du système éducatif autour de ces acteurs institutionnels et autour d'eux seuls. Et vous ne permettez pas, par exemple, éventuellement à d'autres acteurs d'intervenir dans l'accord général. Et ces acteurs vont retrouver aussi leur logique d'acteurs, c'est-à-dire le fait de produire un certain nombre de compromis habituels, selon des structurations à géométrie variable d'ailleurs, reposant parfois, dans l'étude de cas écrite, je prends un exemple, reposant parfois sur un peu de flou. C'est souvent comme ça qu'on obtient un accord. Et évidemment que ce flou va tenir un certain temps jusqu'au moment où les arrêtés d'application, les lois vont commencer à entrer en jeu. Et là, à ce moment-là, il faudra bien se mettre d'accord sur un certain nombre de choses beaucoup plus précises et beaucoup plus concrètes. La deuxième couche de la participation, c'était l'application du monde académique, d'une part, des universités et des hautes écoles, et des enseignants de terrain. En ce qui concerne le monde académique, sa participation a permis de faire reposer les réformes sur des diagnostics solides et étayés. On a eu un gros travail préparatoire sur vraiment un diagnostic assez fin à la fois des forces, mais aussi des faiblesses de notre système éducatif. Elle a aussi quand même engendré une certaine méfiance d'un certain nombre d'acteurs vis-à-vis des experts sur fond d'une autre évolution sociétale qui est fondamentale et que l'on peut appeler une espèce de défiance généralisée face aux sciences. Vous savez que autant au début du XXe siècle, il y avait une espèce de confiance aveugle dans les sciences, autant à l'heure actuelle, il y a presque une espèce de défiance, parfois tout aussi aveugle. On l'a vu par exemple en ce qui concerne la crise sanitaire, mais on le retrouve aussi en éducation et c'est tout à fait clair que pour un certain nombre de personnes, en tout cas, ce n'est pas parce que les diagnostics ont été réalisés sur une base scientifique qu'ils sont nécessairement plus crédibles que leurs propres opinions. Par ailleurs, l'intervention du monde académique, et j'en sais quelque chose, a été assez majeure plutôt au début du processus. Et puis, plus on avançait dans le processus, et assez logiquement d'ailleurs, plus le monde politique reprenait la main, donc d'abord sur la base d'un accord entre les acteurs institutionnels, et puis inévitablement alors dans la préparation des décrets, des textes réglementaires, etc., dans lesquels, et tout à fait logiquement, une fois de plus, puisque c'est le politique qui a été élu, le politique a repris la main pour préciser un certain nombre de choses. Mais entre les préconisations d'experts relativement générales encore et les textes définitifs qui incarnent les orientations sur lesquelles on se met d'accord, il peut y avoir une sérieuse différence. J'en prends quelques exemples dans l'étude de cas qui peuvent parfois conduire un certain nombre de personnes qui ont participé à la réforme à se sentir, peut-être pas trahies, n'exagérons rien, mais en tout cas, qui sentent qu'ils n'ont pas nécessairement été écoutés jusqu'au bout. Je montre souvent ce graphique qui est un peu simpliste, voire caricatural, mais c'est vrai qu'il permet de voir que dans un processus tel que le pacte pour un enseignement d'excellence, les interventions de chacun sont à géométrie variable en fonction du temps. Et en particulier, le monde académique ici, eh bien, autant il est assez important au début en termes de diagnostic, d'analyse, etc., autant, et c'est tout à fait logique dans une démocratie, son influence va évidemment relativement diminuer au fur et à mesure que, au contraire, celle du monde politique va prendre de l'importance. La deuxième couche, donc au-delà alors de la participation du monde académique, c'est la participation des enseignants de terrain. Et il y en a eu qui ont été intégrés à différents groupes de travail qui étaient censés préparer les plans d'action, mais vous ne pouvez pas éviter qu'évidemment sur un système éducatif, pourtant le nôtre est déjà petit, mais enfin il compte plusieurs milliers bien sûr d'enseignants, vous ne pouvez pas
enfin, il est difficile d'imaginer, ce n'est pas impossible en tout cas, mais que chacun y participe d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire qu'en réalité, si vous faites le décompte des enseignants de terrain qui ont vraiment participé à la réforme, et si on retire de ça les ex-enseignants de terrain, si je puis dire, qui exercent des fonctions de cadre intermédiaire, ce nombre est inévitablement relativement faible par rapport au nombre total d'enseignants. D'où, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, cette question de la crise de la démocratie représentative et de trouver à l'avenir pour les réformes scolaires, notamment, des modalités de démocratie plus directe, par exemple, et plus participative. La participation plus large a été tentée sur des questions, par exemple, de comités de relecture par des enseignants de terrain des projets de référentiel en cours de route, mais à chaque fois, on s'est heurté à des défis organisationnels et financiers, d'ailleurs relativement importants, puisque en l'espèce, pour que des enseignants aient vraiment le temps de relire relativement tranquillement des projets de référentiel, il aurait fallu idéalement qu'ils soient, par exemple, détachés temporairement de leur classe pour ce genre d'activité, ce qui pose des problèmes, je l'ai dit, à la fois organisationnels, mais aussi financiers. Alors, si on voulait donc essayer de tirer une petite conclusion de tout ça, et en termes de bilan et de perspective, d'une part. Alors, malgré son double souci, qui était d'ailleurs partagé par l'ensemble de la population, hein, d'augmenter l'efficacité d'une part et d'augmenter l'équité d'autre part du système éducatif, il faut bien reconnaître que l'accueil qui a été réservé au pacte pour un enseignement d'excellence a été au départ relativement mitigé. Sans doute pour les deux raisons que j'ai évoquées plus haut, à savoir le caractère systémique qui pouvait faire peur, qui pouvait faire craindre que l'école allait être dans cette espèce d'avalanche continue de réformes, d'une part, et d'autre part, la seconde raison était ce caractère, je dirais, énoncé de participatif, mais vis-à-vis duquel un certain nombre de personnes ont quand même émis des doutes. D'ailleurs, un certain nombre ont suggéré que la participation avait été beaucoup trop restreinte et qu'on aurait dû sans doute l'étendre avec des processus ou des procédures ou des dispositifs beaucoup plus novateurs. Ceci étant, il faut reconnaître, il faut observer, heureusement d'ailleurs, mais que l'adhésion a ensuite débuté assez lentement. Quand on regarde un petit peu pourquoi elle a débuté, c'est probablement dû à une conjonction de facteurs, mais notamment le fait que les personnes ont pu commencer à observer les premiers effets des mesures qui avaient été mises en place, les premières. Donc, je cite notamment l'obligation scolaire qui a été étendue à la troisième année, donc à la dernière année de l'enseignement maternel, le renforcement de l'encadrement maternel, la confection pour ce niveau de l'enseignement maternel du premier référentiel de connaissances, de savoir et de compétences qui a permis de coucher sur papier véritablement les objectifs centraux de ce curriculum, du curriculum de l'enseignement maternel, le vote d'un code de l'éducation réformé, des formations généralisées des premiers enseignants concernés. Tout ça a fait que les personnes se sont progressivement dites, bon, ben, au fond, cette réforme, on en voit maintenant quelques retombées concrètes. Ces retombées concrètes ont l'air d'être globalement positives et acceptées par le terrain. Et donc, l'adhésion s'est faite, je dirais, plutôt progressivement via les premiers effets de la réforme. Alors toutefois, mais ça c'est le hasard, si je puis dire, qui a fait ça. La crise sanitaire est passée par là. Elle a imposé d'autres urgences. Les établissements donc, ont rapidement dit que bon, ils ne pouvaient pas tout gérer. Hein, l'enseignement hybride, l'enseignement à distance, le comodal, et puis toutes les mesures du pacte qui allaient arriver les unes après les autres. Et donc, cela a conduit à reporter certaines mesures, en tout cas l'entrée en vigueur de certaines mesures d'un an ou 2 ans.
C'est difficile à l'heure actuelle d'appréhender les effets de ces reports. Est-ce que simplement il s'agit d'une parenthèse et puis la machine sera repartie? C'est possible. On peut craindre aussi que ces reports aient pour partie, en tout cas, casser une dynamique naissante. Vous savez, je pense que c'est important aussi dans une réforme d'avoir à un moment donné, après toutes les discussions, un plan d'action, des plans d'action résolument tournés vers l'avenir, avec une chose qui suit l'autre, etc., etc. Ici, il est évident qu'il y a eu une espèce de coup d'arrêt. Est-ce que ce sera encore une fois une parenthèse ou une vraie atteinte à la dynamique naissante? Ça, c'est un peu tôt pour le dire. Et puis par ailleurs, il faut souligner aussi, et je terminerai avec ça, que la crise a accentué l'urgence de certains défis, dont l'équité. Bon, un certain nombre d'études, j'imagine que c'est la même chose dans tous les pays du monde, ont montré que l'enseignement à distance, pour partie reposant sur euh, le soutien des parents, accentuait les questions d'inégalité scolaire face à l'école. Et donc, il est probable aussi que les défis soient finalement plus importants encore que ce que on aurait pu imaginer quand on a mis le pacte pour un enseignement d'excellence en route. Certains disent, mais finalement, le pacte ne pourra finalement contribuer en définitive qu'à rattraper, ce serait déjà pas mal, de nouvelles détériorations. Voilà pour un tour d'horizon relativement bref mais succinct. Évidemment, beaucoup plus de détails sont disponibles dans la version écrite de l'étude de cas et je suis à votre disposition pour toute question éventuelle. Je vous remercie pour votre attention.